Bonjour à tous, nous sommes en direct. Bienvenue dans notre 7e épisode de notre web série dédiée au training et aux médias. Notre 7e épisode qui s'intitule « Tu n'oublieras jamais » où nous allons parler principalement des dernières phases de l'ingénierie de formation. Alors, je me présente, je suis Gilles Baudou. Je suis responsable métier training, métier formation au sein de notre direction technique et de l'innovation. Et je suis aujourd'hui accompagné de Nicolas Bob, donc également dans le département donc de l'innovation, responsable métier dans la digitalisation et également un second rôle dans la formation qui est celui d'être responsable de notre entité LGM Academy qui propose nos modules de formation sur étagère. Voilà, donc encore une fois, merci d'être présent à ce webinaire, à cette session. Juste un petit rappel, vous avez dans l'interface web un petit menu déroulant sur la droite de l'écran qui vous permet d'accéder à un chat et également d'accéder à l'espace qui est dédié aux questions. Donc n'hésitez pas, utilisez-le, comme ça nous pourrons consulter vos questions et y répondre à la fin de notre épisode. Ouais, donc tout d'abord, un petit rappel sur notre méthodologie qui sous-tend donc toute cette ingénierie de formation chez LGM, donc basée sur le modèle ADI pour Analysis, Design, Development, Implementation and Evaluation. Première phase, analysis, on en avait parlé lors des premiers épisodes, comprendre les enjeux, le contexte opérationnel de la formation, déterminer la finalité de la formation. Ensuite, la phase de design, c'est dans cette phase-là qu'on va définir les objectifs d'apprentissage précis et qu'on va aussi sélectionner les moyens pédagogiques, les médias qui vont nous permettre d'atteindre ces objectifs. La troisième phase, la phase de development, c'est dans cette phase-là, à proprement parler, qu'on développe les moyens pédagogiques. Ou ces moyens pédagogiques, vous avez pu les voir dans les épisodes précédents pour ceux qui étaient présents. Mais sinon, ces épisodes restent toujours accessibles, donc n'hésitez pas à aller les consulter. Alors aujourd'hui, nous allons surtout traiter des deux dernières phases, la phase implementation ou la phase de mise en œuvre. C'est durant cette phase-là que l'on transmet la connaissance aux apprenants. Et la dernière phase, la phase evaluation, qui permet d'évaluer, de juger de l'efficacité de la formation, mais également de son efficience, donc en termes de retour sur investissement. Voilà, mais je cède la parole à Nicolas pour la phase implementation. Merci Gilles. Donc la phase d'implementation, donc tu l'as déjà indiqué, elle consiste à mettre tout simplement à disposition des stagiaires l'ensemble de la connaissance via le système d'apprentissage qui va comprendre généralement un formateur, qui va comprendre des médias et souvent un équipement, un dispositif également qui permet de transmettre. Il y a trois grands cas de figure aujourd'hui qui vont se combiner. Le premier cas, c'est la formation parce qu'on va appeler le training designer, c'est-à-dire celui qui va être l'architecte de la formation, qui aura fait les phases analyse, design et development. Donc celui-ci est parfaitement autonome pour dispenser directement sa formation. Mais de manière quand même beaucoup plus fréquente, on va retrouver une formation par des instructeurs. Gilles nous a déjà donné dans les précédents épisodes pas mal d'exemples sur lesquels il y a besoin de s'appuyer sur un relais. Donc, où le training designer va reformer d'autres personnes qui, à leur tour, vont reformer la population cible. Et enfin, on entend de plus en plus parler la formation à distance, entre guillemets autonome, parce que les dispositifs distanciels, évidemment, ils guident l'apprenant dans le parcours de formation qui lui est attribué et qui sont une troisième façon également de mettre à disposition le savoir aux apprenants. Alors, quoi qu'il arrive, ces trois cas de figure vont quand même se regrouper dans cette phase d'implementation au travers de trois points principaux. Alors, ces trois points principaux, le premier, ça va être de former les instructeurs, sauf dans le cas où on n'a qu'un training architecte. Donc, former les instructeurs, globalement, c'est leur apprendre quels sont les objectifs de la formation, leur faire prendre en main les activités qui seront déroulées pendant les sessions, leur donner et leur faire prendre en main l'ensemble des médias, et enfin, leur mettre entre les mains le dispositif d'évaluation de la formation. Ensuite, il y a la préparation des stagiaires. On emmène un stagiaire en formation avec un certain niveau de prérequis qu'il faut quand même confirmer avant de rentrer en formation. On l'amène en formation avec une certaine connaissance de certains outils.
Par exemple, si vous avez un bout de formation qui est sur LMS ou alors que même l'ensemble de votre parcours est guidé dans le LMS, que vous attribuez les salles via ce système, eh bien, évidemment, il faut que l'apprenant ait des connaissances des fonctionnalités de base de cet outil. Et c'est la même chose, par exemple, pour un dispositif de classe virtuelle. Et enfin, on oriente son stagiaire. Alors, il y a autant une orientation physique dans les classes qu'une orientation virtuelle, notamment si c'est dans un LMS. Et le dernier volet, avec une image qui s'était affichée d'elle-même dès le départ, la gestion de l'espace d'apprentissage. Alors là, même combat, hein. On est autant sur l'espace physique, que vous voyez bien, avec son dispositif, par exemple, qui va permettre de dynamiser la classe avec un Kahoot, par exemple, ou un Pushbox, donc qui peuvent permettre d'améliorer un peu la session, la télé, le vidéoprojecteur et l'ensemble des tables et des chaises, mais aussi tout le dispositif, le matériel virtuel, par exemple, eh ben, en mettant à disposition les bons accès, les bonnes licences sur les PC qui vont servir à former sur un outil, les bons médias qui vont être nécessaires à la dispense, au transfert de connaissances, sont également dans cette partie. On a également aussi la gestion en configuration de ce qu'on va appeler les trainings matériels. Alors, un petit retour sur une notion qui est assez bien connue, mais peut-être pas par tous, qui est ce fameux Learning Management System, le LMS. On vous propose rapidement, avec Gilles, de vous expliquer ce que c'est. Alors, tout d'abord, le LMS, c'est évidemment un outil informatique qui va permettre de consulter des parcours pour un stagiaire. Ça, c'est quand même la fonction de base. Ces parcours, évidemment, ils sont créés par des formateurs, des instructeurs ou des administrateurs de formation, voire les deux. Également, dans ce même outil, sont gérées les sessions de formation et également d'entraînement, suivant les connaissances qui sont dispensées et les outils disponibles. Ces sessions de formation et d'entraînement, elles sont de plusieurs natures. Donc, ce sont des sessions physiques avec des simulateurs en classe, dans lesquels il va y avoir des activités pratiques, par exemple dans des hangars si on a de la mise en œuvre et de la maintenance, et où il peut y avoir des tests également plus spécifiques sur des données physiologiques, par exemple. Le LMS va également comprendre une partie où on va pouvoir avoir ce qu'on appelle du social learning, avec des chats, avec des instances d'échange pour faciliter les contacts entre stagiaires et donc la passation des connaissances, mais également pour faciliter les actions d'accompagnement ou de tutorat. On va également y héberger l'ensemble des résultats des formations. Alors, les e-learning vont être directement dedans, mais les sessions physiques également, dans un format qui sera prédéterminé au démarrage et qui va permettre de stocker pour chaque stagiaire son avancée dans la formation. Ces données, aujourd'hui, dans les dispositifs les plus récents, sont stockées dans un Learning Recording Store, un LRS, qui va permettre d'agréger l'ensemble de ces données pour reproposer une visualisation au travers d'un carnet de suivi digitalisé qui va prendre l'ensemble de ces données et proposer une vue synthétique de l'avancement dans la formation pour chacun des apprenants, mais aussi de la notation par les stagiaires eux-mêmes de la formation qui leur a été dispensée. Ensuite, on a les modules e-learning. Alors, certains LMS proposent directement des outils de production qui sont assez limités, mais qui peuvent être quand même assez efficaces. Dans tous les cas, évidemment, les modules e-learning sont intégrés dans le LMS une fois publiés. On va également pouvoir y intégrer au travers d'une bibliothèque d'apprentissage des données sources et on va les intégrer dans ce qu'on appelle un Content Management System. J'y reviendra après dans l'exemple d'un outil que nous sommes en train de développer et dans lequel l'ensemble des procédures, des documents, des médias vont pouvoir être gérés en configuration, associés à des instructeurs et des formateurs pour s'assurer qu'on a le bon niveau et la bonne version de ces documents quand on fait nos formations. Et enfin, évidemment, on a un profil SI qui va être capable d'administrer les profils et les droits de l'ensemble des personnes qui participent dans le LMS. Voilà donc pour cette présentation fonctionnelle. Une interface ici d'accueil, donc c'est sur le LMS que nous, on a développé. Donc, vous avez l'ensemble des parcours à gauche avec le menu dans l'écran du milieu. Ici, c'est mon tableau de bord. Vous pouvez voir en bas, on voit des petites barres rouges qui sont avancées sur certains parcours. Et puis en haut, vous avez les parcours que j'ai consultés récemment. On peut également faire du push et vous avez tous les éléments de chronologie sur l'écran de droite avec également un calendrier qu'on peut paramétrer. Ici, vous avez le profil d'administration. Donc, on voit les différents rôles. Vous pouvez voir comme des petits panneaux, des petits onglets où on peut autoriser l'attribution des rôles, autoriser la définition. Donc là, c'est vraiment le travail des architectes de formation avec les administrateurs SI, de bien régler quels droits sont attribués à qui et pour faire quoi. Et enfin, un dernier écran ici qui montre la synthèse de résultats.
Alors, c'est un extract un peu bête et méchant dans lequel vous avez un ensemble de notes sur un parcours donné et on voit donc une visualisation en bas à droite sur le nombre de participants qui ont la note donnée. Voilà pour le LMS. Deuxième outil qui est très, très utilisé aujourd'hui en distanciel, la classe virtuelle. Alors, les grands drivers du pourquoi, réduction des coûts, réduction du temps, autant pour le stagiaire que pour le formateur. On a évidemment des mesures ici d'actualité sanitaire qui empêchent des déplacements. Et enfin, nous avons un système qui se globalise de plus en plus et donc avoir une session de formation à distance qui va regrouper des intervenants de plusieurs endroits du globe, c'est quand même très pratique. Maintenant, il y a aussi une raison pédagogique. Vous avez ici la courbe d'attention chronobiologique. L'être humain, il est quand même cadencé sur des heures solaires. Vous pouvez voir sur ce schéma que l'heure de classique de formation, c'est entre généralement 9h et 17h. Donc, les pics les plus forts d'attention se situent au travers finalement de ces heures d'entrée et de sortie. Et il s'avère que quand on a une journée de formation physique, on demande aux apprenants de se déplacer. Et ce déplacement, généralement, il va être générateur de stress. Et donc, ce stress, il va paralyser une partie de la bonne réception cognitive du cerveau. C'est pourquoi, quand on est en classe virtuelle, on est en mesure de laisser les gens chez eux, de faire des sessions plus courtes et donc d'avoir des plages d'attention qui sont tout simplement plus optimisées, puisque moins longues et évidemment pas de paralysation liée au déplacement. Alors, voici un exemple ici. Alors, juste, je te laisse dérouler l'ensemble des fonctionnalités. Je ne vais pas toutes les commenter. Vous avez ici un des outils que nous, on a retenu avec l'interface. On voit à gauche l'ensemble des participants. Quand on est soi-même administrateur, on a le séquençage de la formation qui est déjà préenregistré. On a la webcam. On gère le flux de parole par un système de lever la main. On a la capacité donc, de commenter des documents, de mettre les gens en atelier en sous-groupe. Très efficace également parce qu'on pour les ateliers et les outils, eh bien, on est en mesure de donner la main à un apprenant. Donc, même s'il n'a pas d'outil sur son propre poste ou s'il est bloqué à un endroit, on est capable de débloquer. Et des fonctions qui dynamisent un petit peu la formation avec des quiz, des sondages, des tableaux blancs, par exemple, qui sont autant d'outils intéressants quand on est à distance pour faire des sessions de partage collectif. Et également l'enregistrement des sessions, en effet, qui peut vous permettre de capitaliser. Alors, parce que ça intéresse, on nous l'avait demandé. Alors, comment nous, on s'y est pris pour mettre en place cette solution? D'abord, on a fait un bon benchmark des solutions. Ça, c'est pas innovant. On en a choisi 2, pas une seule, parce qu'on voulait pouvoir avoir un peu de flexibilité dans les cas d'incompatibilité SI. On a mis en place un protocole de test qui permet, par rapport à nos clients internes ou externes, de très rapidement pouvoir vérifier si les solutions ou la solution est compatible. Ensuite, on a créé un module de formation pour faire de la montée en compétences de nos formateurs internes. C'est pas un secret si je vous dis qu'ils sont pas forcément les plus à même d'avoir pris en main ces outils. Donc, on les accompagne à la fois pour prendre en main cet outil, scénariser, parce que c'est une formation qui est un petit peu différente que le présentiel. Et enfin, on prévoit pour les premières sessions ce qu'on a appelé un support d'expert. Pendant les premières 20-30 minutes, on va avoir quelqu'un qui connaît très bien le logiciel de classe virtuelle qui va guider les apprenants dans leur première expérience et qui va rassurer un petit peu le format. Et enfin, on fait du REX à chaque formation, notamment au début. Donc, la transition est toute trouvée. Donc, justement, pour la LGM Academy, en fait, ce qui nous a poussé d'abord à construire cette LGM Academy il y a un peu plus de 10 ans maintenant, c'est qu'on a senti le besoin, comme dans l'exemple précédent, de capitaliser des capsules de savoir, comme ici la classe virtuelle. Je vais en donner d'autres pour le training, nous permettant d'être sûrs que quand les gens s'investissaient dans un métier, ils avaient l'ensemble des briques de savoir à disposition avec des choses qui étaient bien maîtrisées et qui allaient vite à dispenser pour qu'ils puissent directement prendre en main leur métier et exercer les activités qu'ils ont à charge. Et donc, aujourd'hui, on a un petit peu plus de 70 modules qui couvrent les métiers de LGM, une grosse centaine de formations réalisées par an, avec un peu plus de 600 stagiaires formés. Là, je ne parle que de nos clients, sachant qu'on peut facilement doubler si on compte l'interne. Alors, les modules de formation, parce qu'on parle quand même de formation aujourd'hui, que nous avons aujourd'hui dans ce catalogue, qui sont bien packagés, un module d'ingénierie de formation, qui nous permet notamment d'accompagner et nos clients et nos personnes internes dans l'architecture des formations. Le perfectionnement de la pratique de formateur, là, très utile quand on a des profils qui sont très techniques, dans lesquels il y a un vrai besoin de remettre une dose de pédagogie. La prise en main des moyens pédagogiques digitaux, où là, on balaye l'ensemble de ces moyens en Training Factory pour que, autant architecte de formation que formateur aient connaissance du spectre complet des outils à leur disposition. Ensuite, on va switcher sur des outils. Donc, les outils,
Les plus simples et les plus utilisés, donc Camtasia, qui est très centré vidéo learning, et Storyline 3, qui est un logiciel de e-learning. Et enfin, la spécification ASD S-Similité, dont Gilles a pas mal parlé dans le 3e épisode, Gilles, si je ne me trompe pas, de cette Ça, oui, tout à fait. Ouais. Et c'est à toi, Gilles, de nous parler maintenant d'évaluation. Voilà, merci Nicolas donc, pour nous avoir présenté bien en détail tous les moyens qui nous permettent de réussir cette phase d'implementation ou de mise en œuvre. L'évaluation, donc dernière phase de notre modèle ADI. Voilà, on va cette évaluation, la méthodologie qui peut, ou le modèle qui va nous aider à remplir cette phase, c'est le modèle de Donald Kirkpatrick. Pas mal d'experts de la formation le connaissent, le pratiquent, mais en tout cas, je pense que le grand public aussi, en tout cas, en connaît certains niveaux, mais notamment le premier niveau, qui est le niveau de réaction. Donc, c'est un niveau qui est couramment évalué, hein, donc la satisfaction des apprenants. On peut dire que c'est le TripAdvisor de la formation, c'est-à-dire, voilà, est-ce que la formation a été appréciée par les apprenants? Est-ce que les apprenants estiment que les objectifs d'apprentissage ont été remplis? Est-ce que l'instructeur était reconnu comme un expert ou en tout cas avait les connaissances suffisantes pour pouvoir délivrer la formation? Est-ce que l'infrastructure était de bonne qualité? Est-ce que les médias présentés étaient de bonne qualité? Donc voilà, tout ça va faire partie du niveau 1 d'évaluation, donc selon le modèle de Kirkpatrick, donc la satisfaction des apprenants. Le deuxième niveau, on l'a tous beaucoup connu dans le monde académique, dans le monde de l'éducation, où on valide les acquis, on valide les connaissances et les compétences acquises lors de la formation au travers de différents tests écrits, tests oraux, questionnaires à choix multiples, etc., tests pratiques sur équipement. Donc, ils vont nous permettre de valider ces acquis. Donc, c'est le deuxième niveau de Kirkpatrick, validation des apprentissages. On peut dire que ces deux niveaux ils sont quand même relativement connus, relativement couramment pratiqués. De ce niveau-là, ce qui est important, ce qui est de noter, c'est qu'ils se pratiquent juste à la fin de la formation ou pendant la formation. Par contre, sur le plus moyen terme ou le plus long terme, on peut mettre en place l'évaluation d'autres niveaux, notamment l'évaluation de niveau 3, l'évaluation du comportement. C'est-à-dire comment est-ce que la formation a influencé le comportement des apprenants sur le moyen terme. Donc, je prends un exemple très concret. Disons, 3 mois ou 6 mois après la formation, on resoumet un questionnaire aux apprenants où on les appelle, où on va les voir et on leur demande, tiens, tu as vu tel sujet et tel sujet dans la formation il y a 3 mois. Aujourd'hui, comment est-ce que ces sujets ont influencé ta manière de travailler? Comment est-ce que tu as pu intégrer cet apprentissage dans ton quotidien? Donc c'est déjà une bonne première étape parce que évidemment quand on sort de formation on se dit oui, est-ce que vraiment ça va me servir à quelque chose? Là on peut éventuellement réorienter le contenu de la formation, la manière dont on diffuse le message pour s'assurer que justement ces sujets, ces nouvelles compétences sont bien intégrées sur le long terme. Et le dernier niveau est le résultat, l'impact structurel sur l'organisation. Donc, comment est-ce que ces formations vont avoir un résultat, vont avoir un impact organisationnel? On peut utiliser pour cela des KPI, des Key Performance Indicators, qui sont déterminés dans les phases amont de conception de la formation, où on peut, grâce à ces KPI, estimer le ROI, le Return on Investment de la formation. Je vais y revenir un peu plus en détail par la suite. Tout d'abord, un petit focus sur le deuxième niveau, le niveau d'apprentissage, avec comment bien sélectionner les sujets qui seront des candidats à l'évaluation. Lors de la phase de conception, on peut utiliser un modèle qui s'appelle le modèle DIF en anglais pour Difficulty, Importance, Frequency ou DCF pour difficulté, criticité, fréquence en français. C'est un modèle très répandu dans l'ingénierie de formation, notamment il a été intégré dans la spécification S-Similité dont je vous avais parlé lors du 3e épisode, qui nous permet de déterminer un effort de formation en fonction des sujets, en fonction des tâches qui sont liées aux objectifs d'apprentissage. Donc, imaginons qu'un objectif d'apprentissage, il découle d'une tâche ou d'une connaissance à acquérir. Mais quelle est la difficulté liée à cette tâche? Quelle est la criticité de cette tâche? Et quelle est la fréquence de cette tâche? Ou pour une connaissance, quelle est
la complexité de ce sujet. Est-ce que c'est une connaissance qui est critique pour la réalisation d'une activité, pour la réalisation d'un métier, et est-ce que cette connaissance elle est utilisée de manière fréquente? Eh bien, donc, si on analyse ces trois paramètres, on arrive à un résultat dans le bas de notre arbre de décision qui nous permet de déterminer si on va plutôt mettre un effort de formation relativement bas, low training, un effort de formation normal ou un effort de formation accru, over training. Découlant de ça, on peut déjà, dans les phases de conception, donc, déterminer des priorités dans l'apprentissage, mais ça va également influencer notre système d'évaluation. C'est-à-dire qu'on pourra sélectionner, si on a un temps limité pour l'évaluation, ou qu'on veut cibler les sujets prioritaires pour l'évaluation, on peut choisir les sujets qui ont un résultat overtraining, un résultat d'effort de formation accru dans cet arbre de décision. D'ailleurs, d'où l'importance d'avoir cette phase d'analyse, donc la phase analysis, qui soit réalisée de manière correcte par une analyse d'activité ou une job and task analysis, par exemple, à l'aide d'un outil dédié. Et c'est ce qu'on va voir par la suite, où je vais vous présenter notre outil Training Designer, ou en tout cas quelques aspects de cet outil. Ensuite, le troisième niveau, on en a parlé, influence sur le comportement, important de reprendre contact 3 mois ou 6 mois après la formation, de manière à comprendre comment les objectifs d'apprentissage ont été intégrés dans le quotidien des apprenants. Maintenant, le quatrième niveau, le calcul du return on investment grâce à des KPI. Prenons quelques exemples concrets. Nous allons former des ouvriers, des techniciens à l'utilisation d'une chaîne de production. Est-ce que l'utilisation de cette chaîne de production, est-ce que cette formation résulte en une augmentation de la qualité de production générale? Donc, grâce à des KPI amont, donc on analyse la qualité de la production sur l'année écoulée avant la formation et on regarde 6 mois ou 1 an après comment ces KPI ont évolué, ces Key Performance Indicators, est-ce qu'il nous montre une augmentation de la qualité grâce à la formation. Un autre exemple, c'est des formations à la sécurité au travail, formations en safety. Est-ce que ces formations en safety, elles ont réduit a posteriori le nombre d'accidents ou le nombre de blessures liées au travail? Encore un exemple, dans un parc de véhicules militaires, par exemple, est-ce que des formations à la maintenance, est-ce qu'elles vont accroître la disponibilité générale des véhicules, donc la disponibilité globale du parc de véhicules? Donc, nous voyons, grâce à ces indicateurs, que nous pouvons quantifier le résultat de la formation sur des indicateurs chiffrés, donc en comparant ce qui existait avant la formation et comparant a posteriori de la formation. Mais ce n'est pas tout, ce n'est pas le seul élément qui va influencer le return on investment. Le return on investment, il va aussi être influencé par la maîtrise du coût d'une formation. Donc, au plus on réduit le coût de formation, ou au plus on optimise les parcours de formation, au plus on a de chances d'augmenter notre ROI, notre return on investment. C'est simplement mathématique. C'est pour ça que on a à notre disposition de l'ingénierie pédagogique, mais justement qui a une plus-value dans ce ROI de la formation. Mais notamment, cette ingénierie pédagogique, donc on en a parlé surtout lors des 2 premiers épisodes, elle permet d'identifier les rôles ou les métiers candidats à la formation, c'est-à-dire de différencier les différents rôles et d'adapter les parcours de formation en fonction de ces rôles et donc de définir et de justifier des objectifs d'apprentissage par une identification des tâches, sous-tâches ou actions liées à ces rôles qui sont candidats à la formation. Ça nous permet donc d'avoir une formation justifiée au juste niveau, pas trop, mais donc pas aller au-delà des objectifs et pas aller en deçà. Ça nous garantit aussi, cette analyse d'activité, une exhaustivité dans la couverture des besoins de formation, c'est-à-dire d'être certain d'éviter les trous dans la raquette. Cette activité d'ingénierie pédagogique va nous permettre de spécifier et de concevoir des modules de formation en amont de leur développement, c'est-à-dire que grâce à la phase de conception,
nous allons spécifier de manière précise ce qui va être développé dans la phase development, ce qui nous fait économiser du temps, mais qui nous permet aussi d'identifier des modules qui vont être utilisés plusieurs fois et donc de ne les développer qu'une seule fois. Aussi, une meilleure adhésion des apprenants à la formation grâce à cette identification des rôles, cette analyse d'activité, donc par une analyse tâche sous tâche, va nous permettre de faire coller la formation au contexte opérationnel des apprenants. Donc, les apprenants se sentiront plus impliqués, plus engagés dans la formation, ce qui va garantir une meilleure réceptivité à la connaissance et donc, normalement, va augmenter le ROI de la formation. Également, cette ingénierie pédagogique elle va nous permettre de lier nos données sources, notre documentation technique ou nos procédures ou notre référentiel interne amont de la formation aux moyens pédagogiques. Donc, en ayant ce lien entre données sources et moyens pédagogiques, nous assurons, Nicolas l'a déjà évoqué, une gestion de configuration du programme de formation qui nous permet de gérer plus facilement les mises à jour. Là aussi, on voit que si on gère plus facilement les mises à jour, on gagne du temps sur l'évolution des formations, ça garantit un meilleur return on investment. Et finalement, cette optimisation du développement des moyens pédagogiques par identification des modules communs, des compétences communes à acquérir entre les différents rôles, des modules communs qui vont servir aux différents parcours de formation. Dans un système de gestion globale, on est sûr que si on a même développé des formations il y a quelques années, si on peut retrouver les objectifs d'apprentissage communs avec des formations qui sont développées aujourd'hui, nous assurons de ne pas développer un nouveau module de formation, un nouveau média, alors qu'il est déjà couvert, il a déjà été développé dans le cadre d'une autre formation. Donc voilà, pour le Return on Investment, donc voyons deux aspects. L'aspect KPI, comment est-ce que notre formation a amélioré tel ou tel élément dans notre organisation, donc l'impact structurel, mais également voyons la plus-value de l'ingénierie pédagogique qui permet de maîtriser le coût d'une formation, le coût de revient d'une formation. Alors justement, grâce donc justement pour faciliter tous ces aspects de gestion de la formation, nous sommes en train de développer un outil qui s'appelle Training Designer. Donc cet outil aujourd'hui est à l'état de prototype. Je vais vous montrer quelques IHM. Et donc c'est un outil qui a pour but de soutenir toute la phase de training engineering, toute la phase d'ingénierie de formation tout au long d'un programme de formation. Donc, se base sur une méthodologie, un outil plutôt robuste et user-friendly. Tout d'abord, cet outil permet de gérer la donnée. Donc, gérer la donnée au sein d'une virtual library. Donc, autant gérer toutes les données sources d'une manière centralisée, gérer les versions de nos données sources de la formation, mais également gérer tous les moyens pédagogiques. Donc, de centraliser nos moyens pédagogiques au sein d'une même librairie. Et donc, en marge de cette librairie, nous avons un outil qui va permettre de gérer cette configuration des moyens pédagogiques, donc en faisant le lien entre les données sources et les moyens pédagogiques. C'est-à-dire que lorsqu'une donnée source est utilisée dans le moyen pédagogique, elle est liée, ils sont liés tous les deux. Et donc, si cette donnée technique, cette donnée source évolue, nous connaissons l'impact sur le moyen pédagogique et nous savons exactement où nous devons aller mettre à jour ce moyen pédagogique. Alors, j'en ai parlé, une des clés de la réussite d'une phase d'ingénierie pédagogique, c'est de comprendre les rôles au travers d'une Job and Task Analysis, analyse d'activité. Donc, ce que cet outil permet également au travers de différents IHM. Définition des objectifs d'apprentissage en fonction de cette analyse d'activité, avec une aide à l'utilisation de la taxonomie de Bloom, à l'intégration de ce modèle Difficulty, Importance, Frequency au sein de l'IHM de définition des objectifs d'apprentissage et assignation d'objectifs d'apprentissage à différents rôles, de manière, comme je l'avais dit, à optimiser les parcours. Justement, l'écran que je vous montre à l'instant permet de structurer les parcours de formation. Donc, nous voyons ici, en titre d'exemple, nous avons affiché 4 parcours de formation et nous pouvons, grâce à cet IHM, identifier les modules et leçons communes à différents parcours ou les leçons qui sont spécifiques à certains rôles.
Et pour finir, ben, une gestion centralisée et une édition des plans de formation. Donc, de pouvoir gérer toutes ces leçons, gérer les objectifs d'apprentissage qui sont présents dans ces leçons, mais également de pouvoir intégrer une approche blended learning, donc d'avoir plusieurs objectifs d'apprentissage, plusieurs médias qui vont répondre à un même objectif d'apprentissage. Nous voyons ici, par exemple, que pour cet objectif d'apprentissage-là, nous avons prévu un cours en présentiel, un quiz interactif et un module de réalité virtuelle. Voilà, donc nous avons présenté les éléments principaux des phases implementation, mise en œuvre et evaluation. Nous allons désormais revenir sur quelques messages clés qui ont été un peu le fil rouge de notre web série. Donc, dans le premier épisode, nous avons vu surtout l'aspect méthodologique de l'ingénierie de formation, basé sur le modèle ADI. Je ne reviens pas en détail dessus, je vous l'ai rappelé en début de session, mais nous avons aussi pu nous rendre compte que ces aspects ingénierie de formation, que la formation en général, aujourd'hui, c'est un point central des organisations. Donc, la dispense des savoirs dû à différents facteurs externes. On l'a vu, le turnover accru du personnel, la complexité des métiers, le besoin d'intégrer des gens, d'intégrer des collaborateurs et de leur donner le plus vite possible une connaissance de l'entreprise et des outils de fonctionnement. Donc, tout ça vient favoriser le besoin, vient confirmer vraiment ces besoins accrus en formation. Dans l'épisode 2, nous avons parlé surtout de l'ingénierie pédagogique, de ces analyses de rôle, d'activité, analyse de la population d'apprenants, prise en compte du contexte et des contraintes des organisations, et donc de décliner, grâce à ces données, de pouvoir décliner des objectifs d'apprentissage, sélectionner des moyens pédagogiques et des méthodes, et de synthétiser tout ça dans un plan de formation. Nous avions aussi également parlé dans cet épisode de notre outil de sélection des moyens pédagogiques, sélection des médias, qui nous permet, grâce à la prise en compte de différents critères, de différents paramètres qui influencent la conception pédagogique, d'essayer d'avoir une justification relativement objective des moyens pédagogiques à utiliser dans un panel aujourd'hui qui est très large. Et lors du troisième épisode, nous avions parlé de la spécification S-Similité, donc une spécification dédiée à l'ingénierie de formation, mais qui intègre un data model, qui intègre des étapes, un processus donc guidé, formalisé, de manière à assurer que sur des systèmes complexes qui vont durer 30 ou 40 ans, ce qu'on développe comme formation avec le système qui sort d'usine, cette formation, elle va pouvoir évoluer dans le temps, elle va pouvoir être réutilisée, donc avoir un modèle de données qui tient la route, qui est compris de tous les acteurs. Je reste la parole à Nicolas pour les messages clés des derniers épisodes. Alors, l'épisode 4, donc personnalisation en vue, les grands messages que nous avons pu voir dans ce webinaire qui traitait essentiellement du e-learning avec l'accompagnement et tous les médias dedans, et également comment utiliser les médias dans les supports présentiels type PowerPoint. Les grands messages à en ressortir, c'est quoi? D'abord que la trame de storyboard, je ne parle pas du storyboard, mais bien des livrables qu'il y aura avant, qui s'appelle déroulé pédagogique, est essentiel pour limiter les itérations et savoir exactement où l'on va. Ensuite, que le digital blended learning, finalement, il existe. Et donc, une capsule e-learning, elle peut aussi, tout comme en présentiel, être agrémentée de plein de moyens d'animation et d'interaction différents qui sont ces mêmes médias. Que ces mêmes médias sont autant de supports qui peuvent être déclinés dans le présentiel, notamment quand, après quelques formations, par exemple, vous pouvez faire vos analyses de charges cognitives, vous voyez que certains passages sont très, très lourds à dispenser avec les supports que vous avez et que certains médias peuvent parfaitement répondre à la fois un besoin d'interaction différent et une meilleure passation de connaissances. Et enfin, dernier élément, le petit tips que l'on a donné, puisque c'est des retours que l'on nous fait, pensez, si vous avez des sous-traitants avec lesquels vous travaillez, de leur demander de déposer des formes d'unités d'œuvre de médias. Ça vous permet, quand vous
vous émettez un appel d'offres, on ne sait jamais exactement ce qu'on va pouvoir y mettre parce qu'il y a une phase de conception pédagogique qui va suivre. Et c'est seulement à cet instant que l'on se rend parfaitement compte de savoir s'il nous faut de la vidéo, de la visite virtuelle ou de l'infographie, par exemple. Et le fait d'avoir ces UO-là, vous pouvez très bien demander à votre sous-traitant de lui demander un montant de médias, par exemple sur e-learning à 10 000 ou 15 000 euros, d'avoir 7 000 euros de médias, et que en fin d'analyse pédagogique, de lui dire, écoutez, dans ce cas-là, on va reventiler la première hypothèse que l'on avait de faire que des vidéos par un montant financier déterminé par ces UO qui sera équivalent, et qui va peut-être ne comporter que des visites virtuelles et de l'infographie. L'épisode 5, donc, où on a parlé donc des moyens de formation immersif, donc la réalité virtuelle, la réalité augmentée, la visite virtuelle, qu'on a présenté, qu'on a qualifié en termes de richesse pédagogique. On a pu voir que l'efficacité pédagogique était maximale, en effet, mais pour les cas qui s'y prêtent. Il fallait faire attention aux petits pièges, parfois, de certaines sociétés qui ne produisent que cette typologie de moyens pédagogiques et qui seront donc naturellement incités à vous la vendre. Donc, exiger une analyse de justification de ce moyen pédagogique et soyez convaincus de cette analyse parce que vous serez les seuls garants de leur bonne utilisation. Faire attention à la petite différence entre réalité et visite virtuelle, et visite virtuelle. Souvent, les mêmes mots sont employés parce que ceux qui vont faire des dispositifs de visite virtuelle, c'est plus vendeur de dire réalité virtuelle. Il faut faire attention également à cet élément. Et on a vu également, c'est pour ça qu'on y est parvenu aujourd'hui, sur ce point, de calculer un ROI, la formule brute, elle est présente dans cet épisode 5, je vous laisserai regarder si vous voulez la revoir, et également sur le mécanisme de justification, la propre à ces modalités d'immersive learning. Épisode 6, rapide et sur mesure, là on a pu voir la recette que nous on a mis au point pour rapidement arriver à concevoir des modules donc de digital learning à coût et à délai réduit en tout simplement, la recette, c'est de vous laisser faire la conception. Parce que la conception, en fait, elle peut rapidement représenter 70% du travail. C'est un petit peu un extrême, mais que l'on rencontre. On a souvent en tête que c'est à peu près 30-70 et en fait, on se rend souvent compte que ça peut être bien plus et que le fait de vous laisser faire la conception, ça vous permet évidemment d'avoir des économies qui sont significatives en acceptant évidemment de ne pas être dans de l'ultra spécifique parce que sinon, évidemment, le moule que l'on vous propose, il n'a plus aucun sens. Et enfin, alors on ne l'a pas mis ici parce qu'on vient d'en parler, mais évidemment cet épisode 7, sur l'implementation à retenir, c'est 3 grandes phases, de former des formateurs, donc sur les différentes activités associées, de préparer évidemment les stagiaires que vous allez avoir et de gérer votre espace d'apprentissage, c'est des gros éléments. Pensez au LMS, à la classe virtuelle, on a vu une question, on va y répondre dans quelques instants. Et enfin, sur la phase d'évaluation, donc là, on vous a donné notre recette, quelque part, outre le calcul, commencer en ingénierie pédagogique avec l'analysis pour trouver le KPI. C'est vraiment cette phase-là qui va vous donner quel KPI on va enregistrer. Et ensuite, sur quoi on va évaluer, c'est une question qu'on se pose souvent. Et là, c'est bien l'analyse, comme l'a présenté Gilles, l'analyse ADI, en anglais, qui va nous permettre d'identifier exactement ce sur quoi on va mettre ces KPI. Et donc ensuite, la méthodologie de calcul, si vous vous rappelez plus de la formule à proprement parler, elle est dans l'épisode 5, avec les gains qu'a précisé Gilles, que l'on rencontre souvent avec tout simplement, ne serait-ce qu'un simple reuse, dans un cas que va présenter Gilles sur Axler One par exemple, où on pouvait avoir des gains très très significatifs, ou tout simplement la capacité à bien gérer la donnée source, parce qu'on a rencontré des cas où la simple erreur liée à une mise à jour du training matériel coûtait plus cher que le développement de la formation elle-même. Quelques références, du coup, voulez-vous présenter pour illustrer un peu tout ça, Gilles? Oui, tout à fait. On va vous présenter deux références, deux projets qui nous tiennent particulièrement à cœur. Donc, le premier, c'est le projet AXE LOC1. AXE pour Air Command and Control System, LOC1 pour Level of Capability 1. C'est un système de contrôle aérien militaire qui est acheté par l'OTAN et 15 nations, et donc déployé aujourd'hui sur 16 sites au travers de l'Europe. Donc, c'est un système très complexe qui permet la gestion des opérations aériennes, le contrôle aérien par des contrôleurs, la surveillance de l'espace aérien, l'intégration des liaisons de données, des radars, etc. Un système de communication dédié avec des radios secure, non secure, des lignes téléphoniques. Voilà. En résumé, c'est un système très complexe avec énormément de rôles opérateurs et de rôles techniciens liés à l'utilisation et la maintenance de ce système. Aujourd'hui, ça concerne 1700 apprenants. LGM a formé depuis 2006
1700 apprenants à l'utilisation et à la maintenance de ce système. Et donc, nous avons couvert le scope complet d'un programme de formation, donc sur tout le phasing ADI, en tenant compte donc justement dans ces premières phases de la variété des rôles, comme je disais, on a plus ou moins 30 rôles, et également de l'hétérogénéité de la population. C'est-à-dire qu'on on n'entraîne pas des Norvégiens comme on entraîne des Turcs et on n'entraîne pas des Français comme on entraîne des Portugais. Donc, on a dû tenir compte de tous ces aspects lorsque nous avons conçu nos formations. En plus, donc nous avions une approche totalement blended learning, donc avec des cours théoriques, plus sur l'architecture du système, sur son fonctionnement, sur les fonctionnalités de base, et puis également de l'exercice pratique pour les maintenanciers, par exemple, mais également pour les opérateurs, où nous avions donc la simulation intégrée dans Axlock One, avec laquelle nous développions des scénarios d'entraînement qui devaient refléter différents aspects des opérations aériennes, des opérations temps de paix relativement simples, mais jusqu'à des opérations temps de guerre, où nous avions des scénarios simulés relativement complexes. Je passe la main à Nicolas pour la deuxième référence. En effet, un autre exemple où le spectre ADI a été un petit peu plus faible, c'est-à-dire qu'on ne s'est pas occupé de la phase analysis à proprement parler. On s'est occupé en revanche de la fin de la partie design, c'est-à-dire que sur la base des livrables de training plan réalisés par les 3 industriels qui sont inscrits, eh bien, on était force de proposition pour les accompagner en regard de la population et de la nature des contenus qui étaient dispensés. Donc, on récupérait souvent des PowerPoints, leur faire des préconisations sur quelle est la meilleure façon dont on peut dispenser le contenu. Allez, à charge d'un exemple, un PowerPoint sur le tour d'inspection d'un véhicule, qui était à peu près sur 200 slides, ou bien proposer une expérience en e-learning avec donc une visite virtuelle qui permettait de pas à pas de se balader autour du véhicule, de découvrir chacun des points d'inspection et d'avoir des médias embarqués, ce qui facilitait et guidait la progression avec une meilleure identification. Voilà, ça donne un exemple. Donc là, on est vraiment on est beaucoup plus sur le média pédagogique en lui-même, même si on a également dispensé quelques cours et du coup participer à l'évaluation, c'est un peu plus anecdotique. C'est ici où on a vraiment fait toute cette panoplie de médias qu'on a pu vous présenter lors de cette web-série, avec cette variété, ce petit mouvement à bascule dont je parlais tout à l'heure en unité d'œuvre, donc sur lequel on a vraiment pu faire des choses très très sympathiques et qu'on espère renouveler avec vous également, si vous avez envie de découvrir comment on s'y est. Peut conclure. Donc voilà, nous arrivons au bout de cette web série. Nous avons couvert 7 épisodes. Nous vous remercions vraiment d'y avoir assisté, en tout ou en partie. Et nous allons maintenant passer aux questions et réponses. Donc nous avons 2 questions déjà. Donc même plusieurs, je vois que nous avons même quelques questions. Tout d'abord, une première question, mais quel est notre outil de classe virtuelle et est-ce que c'est un développement LGM? Nicolas, je te laisse répondre. Alors, en effet, on s'est posé la question d'un développement LGM. Ça va rejoindre une autre question d'ailleurs que je vois sur le LMS. En fait, on n'est pas parti sur un développement spécifique, même si on en a fait d'autres. Nos logiciels de WebConf, c'est le nôtre. Pour la simple et bonne raison que, on a eu des phases d'urgence et donc l'analyse s'est vite arrêtée. Donc les outils que nous on a choisis, donc il y en a 2 comme je le disais, il y a Adobe Connect et Classilio. Alors je vois la personne qui a posé la question et je crois savoir que dans son cas l'outil en question est Cisco WebEx Training, qui est un très bon outil d'ailleurs. Hein. Nous on a choisi cela pour la simple et bonne raison que ils sont un petit peu plus ergonomiques. Et en fait, on ne fait pas que de la formation interne, c'est-à-dire qu'on va aussi faire de la formation externe dans laquelle on doit s'adapter aux écosystèmes de nos clients. Et donc, Cisco WebEx Training, lui, il est super efficace et rigide, mais en fait, il faut le manier. Hein. Faut chauffer du fer et le refondre. Et donc, pour nous, c'est un peu plus contraignant. Donc, c'est la raison principale pour laquelle on a choisi ces 2 outils. Pardon. Autre question pour toi, Gilles, je pense au-dessus. Oui, est-ce que dans le Training Designer, est-ce qu'on peut lier une source, donc un document source, à plusieurs formations? Oui, et en fait, on peut les lier à plusieurs formations. Donc, c'est-à-dire que, en fait, on peut déjà créer plusieurs projets de formation
qui peuvent avoir accès à l'ensemble des données sources. Mais également, au-delà de juste lier à une formation, on essaye de lier vraiment très finement au module de formation ou aux médias. Voilà, quand on peut le faire, on va lier, par exemple, si c'est un PowerPoint, on va lier une donnée source à un ou deux ou trois PowerPoint en identifiant vraiment le module de la donnée source. Donc, c'est le but final, c'est de pouvoir travailler avec des documentations modulaires, donc des données sources qui seront en modulaire, type S1000D, de manière à avoir un signe fixe sur un petit élément de documentation technique. Imaginons que ce soit un paragraphe d'une procédure de maintenance ou un schéma d'équipement. Mais si ce module de formation évolue, nous connaissons l'impact sur le moyen pédagogique et de manière très fine, de manière à aller vraiment cibler l'update la plus rapidement possible et donc de ne voir qu'aller changer un paragraphe d'une fiche d'exercice pratique ou les quelques slides qui sont concernés par ce module de la donnée source. Tout à fait. Tout à fait. Alors, autre question, je rebondis, j'aurais pu répondre en même temps sur la même question donc, que celle à la classe virtuelle, mais sur le LMS. Donc, la différence qu'il peut y avoir entre l'achat d'une solution COTS ou le développement spécifique. Alors, en ce qui nous concerne, on a été entre les deux, c'est-à-dire qu'on s'est basé sur un open source sur lequel on a redéveloppé, qui s'appelle Moodle d'ailleurs. Hein, c'est les screenshots que vous avez pu voir au long de cette présentation, parce que notre capacité de développement, elle fait qu'on était capable de finalement tirer suffisamment de câbles et de connecter ça comme on voulait. Ça marchait très bien. On a vu des cas où c'était des développements beaucoup plus spécifiques qu'on a accompagnés, où c'est vraiment du développement pur. Là, on parle de la page blanche, parce que contrainte ici beaucoup plus forte, des connexions à des simulateurs, auquel cas, là, on vous préconisera dans des environnements sévères un développement spécifique. Mais il y a heureusement aussi des cas, notamment où vous n'êtes pas fermé à du mode SaaS et où bien, il y a des outils vraiment super qui existent sur le marché et qui en COTS répondent parfaitement aux besoins. Donc voilà, ça fait un petit peu trois niveaux. J'ai un besoin qui est assez standard, je suis pas fermé au SaaS et le COTS, vraiment, il marche bien. Un petit peu comme nous, on est un peu plus fermé et on a quand même des besoins en plus qui sont spécifiques et au général, développer sur un open source marche bien. Et enfin, les environnements sévères, les développements spécifiques. Ouais. Je veux amener un complément à ce que Nicolas dit. Aussi, pourquoi nous avons choisi Moodle, c'est parce que justement, nous avons prévu, donc je vous ai montré quelques IHM de notre outil Training Designer. Le but d'avoir aussi choisi Moodle, c'est que l'on va lier tout l'output du training design qui est fait dans ce Training Designer à une solution LMS. Donc pour ça, on avait vraiment besoin de quelque chose de paramétrable, où on pouvait vraiment développer de nouvelles interfaces, de nouveaux liens, où on va lier donc les plans de formation qui seront produits dans Training Designer pourront être exportés directement dans un LMS Moodle. Donc d'où aussi, aussi une des raisons pourquoi nous avons choisi cette solution. Alors, une autre question s'y attendait un petit peu. Donc, des exemples de KPI, pour illustrer un petit peu la méthode, et puis des exemples de ROI. Alors, je renvoie au webinaire 5, mais je vais quand même compléter cette réponse et aller un petit peu plus loin. Donc dans ceux qui l'ont pas vu, l'épisode 5, eh bien, on avait montré à peu près un ROI de 15 000 € par an sur un module de réalité virtuelle qui en avait coûté à peu près 30 000. Donc, on avait en gros une balance qui était retournée à peu près au bout de 2 ans. Dans le cadre d'une référence que l'on a montrée ici, on a également eu pas mal de formations à la mise en œuvre et à la maintenance des systèmes. Donc, KPI qui a été assez utilisé, ça a été le nombre d'erreurs, par exemple. Si je prends l'exemple notamment du tour inspection qui avait été évoqué, ou un autre exemple où on a tout simplement formé sur le contrôle panel, on a pu mesurer tout simplement par le système électronique le nombre de commandes invalides qui étaient réalisées, qui devait se situer à peu près l'ordre d'une réduction de 13% de réduction de commandes invalides. Ça nous donne des KPI vraiment très très concrets, généralement assez faciles à capter. Et en ce qui concerne les tours inspection, tout simplement, il s'avère que c'était un contexte un petit peu particulier où il y a beaucoup de manipulations. Donc souvent, ça conduit à une situation où chacun fait comme il veut. Et le gain, ça a été de sortir de ça. Et il a suffi tout simplement de mesurer quand il y a des erreurs, des anomalies en mission. Souvent, on vient incriminer quelle est la cause principale et donc d'aller évaluer le nombre de causes de choses qui auraient dû être vues en inspection. Et donc, on a pu observer une réduction d'à peu près
13 ou 17%, je ne sais plus, de la réduction du nombre d'éléments incriminés lors du tour d'inspection. Et évidemment, après, il suffit de recalculer ça, mais ça, c'est des données clients que je n'ai pas, sur tout simplement le coût de ces anomalies qui sont à mettre en lien avec le coût du training matériel pour avoir le gain. Bon, je pense que ça a été très, très rapide de recouvrer ces coûts vu le coût du matériel initial. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour. Merci en tout cas pour votre intérêt, merci pour vos questions aussi. Voilà, on voit que ça suscite quelques réactions et quelques échanges. C'est le mot de la fin. On tenait à vous remercier vraiment d'avoir assisté à cette session, d'avoir assisté à la série si vous avez participé à d'autres épisodes. Voilà, on reste disponible. Vous avez nos données de contact sur ce slide ici. N'hésitez pas à nous contacter. Il y a aussi l'adresse training@lgm.fr. Donc voilà, encore merci et à bientôt. Ouais, un grand merci à vous. C'était un vrai plaisir de faire cet exercice-là pour nous et on espère vraiment pouvoir rediscuter avec vous sur tout partie des sujets qu'on a pu vous présenter lors de presque ces 2 mois maintenant. Donc, une excellente journée à vous tous et à bientôt. En tout cas, nous l'espérons. Au revoir. Au revoir.